Bonjour à tous et donc bienvenue dans la correction du CAPES blanc numéro 4, problème 2 d'analyse réelle, donc un problème assez difficile quand même, enfin en tout cas pas évident. Voilà, j'ai hésité entre plusieurs sujets, mais comme on avait fait donc celui sur les 1 sur n carré par exemple qui converge vers pi carré sur 6, c'était surtout celui-là qui m'intéressait, et puis après faire des trucs avec moins, enfin les sommes alternées, les sommes des impairs, 1 sur les impairs au carré, etc. Bon, bref, mais je crois qu'on avait déjà fait un peu tout ça, donc je voulais quelque chose d'un petit peu différent, avec un peu de complexe ici, ce genre de formule qui m'intéressait de revoir, enfin bref, voilà. Donc, le sujet, enfin, voilà, il me plaît bien, mais il n'est pas facile, hein, comme vous avez dû le constater. Alors, eh ben, on y va, hein. Donc déjà, A, il est compris entre 0 et 1 strictement. Pour tout entier naturel n et pour tout x dans 0 pi, je note C1 de x, la somme qui débute à 1 jusqu'à n des cos kx. Ok. Alors, montrer que pour tout n et pour tout x, alors n dans n étoile, 1 plus 2 Cn de x est égal à la somme de moins n à n des exponentielles ikx. Alors attention, donc le moins n très important. Ok, donc le passage des cosinus avec les exponentielles, bah, il y a deux possibilités, comme vous devez le savoir. Soit j'écris le cos kx comme étant la partie réelle de exponentielle ikx, d'accord? Soit j'écris le cosinus kx comme exponentielle ikx plus exponentielle moins ikx sur 2. Alors je regarde dans mon sujet, on me veut 2Cn, alors je sais pas pourquoi c'est plus un, on verra tout à l'heure. Ok, donc 2Cn, je vais plutôt faire la deuxième méthode, hein, celle-là. Donc allons-y, donc 2Cn, ça me fait donc la somme de 1 à n de 2 cos kx, et donc le 2 cos kx c'est eikx plus e moins ikx, d'accord? Ok, donc je vais séparer les deux sommes. Alors il y en a une que je change pas et l'autre, alors je veux faire coïncider, donc normalement c'est E moins IKX, mais je veux faire coïncider avec EIKX, d'accord? Donc je fais un petit changement de variable, par exemple K' est égal à moins K, ok? Et donc comme le K il varie entre 1 et N, le moins K il varie entre moins 1 et moins N, ou moins N et moins 1, d'accord? Vous prenez la somme d'un côté ou de l'autre, c'est pareil, hein, d'accord? Donc voilà, des EIKX plus la somme, donc là, celle-là, c'est celle qui n'a pas bougé, des EIKX, d'accord? Et comme ça, je vois que bah, c'est la même chose ici, donc je vais pouvoir dire que c'est la somme de k est égal à moins n jusqu'à moins 1 et de k est égal à 1 jusqu'à n, ok? En fait, il me manque juste le terme k égale 0, et pile, là j'ai le 1, d'accord? Et quand je prends k est égal à 0, le EIKX, bah, ça fait 1, d'accord? EI0, quoi. Ok, donc en remarquant que 1 est égal à UI0, donc ça me donne juste le k est égal à 0 qui me manquait dans ma somme. Et donc j'en déduis que 1 plus 2Cn, c'est bien mon truc. Alors, seconde question, il faut montrer que la somme qui démarre à moins n jusqu'à n, donc là j'ai les 2n plus un terme, hein, de z puissance k, c'est z puissance moins n, et puis donc 1 moins z puissance 2n plus 1 sur 1 moins z. Ok, je pense que tout le monde a compris qu'on allait faire la somme d'une suite géométrique, d'accord, des premiers termes de suite géométrique. Alors ce que je vous propose, c'est de ne pas calculer ça, mais de faire passer le z puissance moins n de l'autre côté, et donc de faire le z puissance n fois ça. Le z puissance n allant nous faire démarrer la somme à 0, ce qui est plus sympathique, d'accord? Donc oui, quelles sont les méthodes? Donc non seulement la formule de la somme d'une suite géométrique, mais aussi un petit peu de manipulation algébrique de l'égalité, d'accord, pour être un petit peu plus astucieux, d'accord? Alors allons-y. Ok, donc moi ce que je veux calculer finalement c'est z puissance n fois ça, d'accord? Et je vais vous montrer que c'est ceci, d'accord? Donc je travaille là-dessus. Le z puissance n, somme de moins n à n, bah, ça fait, donc là j'ai pas changé les indices, d'accord? Mais ça fait z puissance k plus n. Et donc en prenant k' est égal à k plus n justement, le k' il vaut 0 lorsque le k vaut moins n, et il vaut 2n lorsque k vaut n, ok? Voilà. Et donc là, je reconnais la somme des termes de suite géométrique. De premier terme 1 et de raison z. Et j'en ai combien des termes? Ben, j'en ai donc 2n plus 1. Et voilà, c'est terminé. D'accord? Donc la somme des 2n plus 1 premier terme des suites géométriques zk, premier terme 1, raison z. Je dis bien tout ça, blabla, hein. Donc quel que soit z, ah non, ça c'est pas appartenant à 1, c'est quel que soit z différent de 1. D'accord? Voilà. Je vous rappelle que la formule est vraie, mais il faut que le z soit différent
du 1, puisque ici, sinon, vous divisez par 0, d'accord? Et sinon, ça fait 2n+1 quand z est égal à 1, d'accord? Là, c'est vous sommez des 1. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai montré que ceci est égal à cela, et maintenant, il ne me reste plus qu'à diviser par z puissance n, donc il faut juste dire que, ah, bah, il est non nul, d'accord? J'obtiens cette égalité-là. Alors on peut comprendre maintenant pourquoi est-ce que le z était différent de 0 et de 1. Le 1 pour pouvoir appliquer la formule de la somme et le 0 parce que bah, je dois diviser par z. Alors, question suivante. Donc j'ai x dans 0 pi pas 0 et je veux calculer 1 demi plus cn qui doit être égal à ce truc-là. Ok, ok. Alors le cn c'est qui? C'est lui. Alors, en fait, le CN, donc, soit vous prenez les codes, soit, peut-être beaucoup plus astucieusement, vous prenez ça, j'espère que vous le voyez, vous divisez par 2 et ça va vous donner ce truc-là. Enfin, vous multipliez par 2 donc le 2 qui est là, hein, d'accord? Ça vous donne bien le 1 plus 2CN, qui vous faut la somme des UIKX, d'accord? Et justement, la somme des UIKX pour moins n à n, on l'a exprimé ici, ok? Oh là là, bah, je vais faire pif paf et puis on va voir ce que ça me donne ici, d'accord? Ok, donc je commence par le 1 plus 2Cn. Voilà, bah c'est là. 1 plus 2Cn, c'est donc la somme de moins n à n des EIK x, d'accord? Et puis comme j'ai calculé avec le z de tout à l'heure, je vais dire que pour z est égal à EIK, non, EIX, pardon. Voilà, bah j'ai donc, hop, z est égal à EIX, ça me fait exponentielle moins INX, 1 moins 2 n plus 1 ix sur 1 moins ex. Ok? Donc ça me donne ceci en remplaçant juste z par ex. Très bien, ici la méthode qu'il faut connaître, c'est-à-dire je factorise, comme on dit, par l'angle moitié. D'accord? Là le 1 c'est un exponentiel i0x. Donc bref, j'ai 0, l'angle ici. Donc la moitié de 0 et de 2n plus 1 x, eh ben, c'est n plus 1 demi de x. Ok? Et là la moitié de 0 et de x, c'est x sur 2. Ok, donc je factorise. Alors, lui, c'est lui, hein, je ne vais pas bouger. Numérateur, j'ai factorisé par e n plus 1 demi de x, avec le i évidemment. Donc c'est n plus 1 demi ix. Au dénominateur, j'ai donc eix sur 2, qui est là. Facteur de quoi? Donc lui, il était à 0, donc il perd bah, ce par quoi j'ai factorisé. Donc c'est exponentielle moins n plus 1 demi ix, d'accord? Lui, moins, donc ça c'est là, il en reste plus que la moitié, donc n plus 1 demi de ix sur, pareil, hein, ici, comme j'ai factorisé par ex sur 2, bah, c'est e moins ix sur 2, il avait juste e0 lui, et puis moins, et donc ce qui reste c'est la moitié, ok? Et ici, vous voyez miraculeusement, là donc c'est un sinus parce qu'il y a divisé par 2 pi, par 2 i ici, et puis là il y a 2 i fois ça, et donc c'est aussi un sinus, d'accord? Et donc j'obtiens quoi? Alors j'obtiens donc le sinus n plus 1 demi, voilà, et là le sinus x sur 2, ok? Alors normalement n'oubliez pas que les signes sont inversés, hein, il faut faire moins, c'est le sinus, hein, c'est l'exponentielle θ moins exponentielle moins θ sur 2i. Mais bon, de toute façon, c'est la même chose au numérateur et au dénominateur. Et donc tout ce gros paquet-là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai n plus 1 demi ix, et là j'ai un x sur 2, là, donc le 1 demi, là, il vire avec lui. Et puis le e moins i nx, il vire avec le e n ix, ici, qui reste, d'accord? Donc il se tue tous, et il me reste plus que 1 plus 2 cn est égal au sinus n plus 1 demi de x sur sinus x sur 2. Voilà, juste pour vous rappeler hein, les formules de l'air, donc il me dit que le sinus c'est eix moins e moins ix sur 2i. D'accord, donc il fallait que je fasse moins au numérateur divisé par 2i. Mais comme c'est la même chose en haut et en bas, bon bah en fait ça fait rien quoi. Voilà, et donc en divisant par 2, j'obtiens ma formule préférée. Ouais, sauf que c'est avec un plus. Oui, c'est un plus là. Voilà, avec le plus, c'est mieux. D'accord, donc je divise ça par 2 et c'est terminé. Ok, question suivante. J'ai n dans non nul, quoi. Il faut montrer que l'intégrale suivante existe et qu'elle vaut pi sur 2. D'accord, donc cette intégrale, baf, c'est moche. Bon, alors, calmons-nous. Regardons qu'est-ce qui se passe. Sur 0 pi, le numérateur, c'est pas un souci. Le dénominateur, ah oui, il y a un petit souci ici quand même, hein, d'accord. Ok, donc en 0, ça vaut 0, ça. Donc il faut que je vérifie en 0 ce qui se passe. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un epsilon.
dire sur strictement positif plus petit que pi, dire que sur epsilon pi, la fonction est continue, donc intégrable, et puis enfin, et puis on va étudier ce qui se passe en epsilon, d'accord? Alors ici, ce que je vous propose, c'est de faire un truc très simple, c'est de dire que le sinus en voisinage de zéro, c'est équivalent à l'argument, quoi, si vous voulez. Voilà, bref, je vais utiliser ça. Le sinus x, il est équivalent à x lorsque x tend vers zéro. Ça veut dire que moralement, le sinus n plus 1 demi de x est équivalent à n plus 1 demi de fois x, et là, au dénominateur, le sinus x sur 2, il est équivalent à x sur 2. Les x, paf, paf, ils virent, et c'est équivalent à n plus 1 demi divisé par 1 demi, soit 2n plus 1. Ça veut dire que cette fonction-là, elle admet comme limite en 0 le nombre 2n plus 1. Ok, le n, il est fixé à l'extérieur, il est fixé ici. D'accord? Donc en fait, cette fonction, elle est continue, ou au moins, oui, enfin, elle est continue, hein, en fait, en 0. D'accord? Là, d'accord, j'expose en 0. Enfin, en fait, j'ai une forme indéterminée, 0 sur 0. D'accord? Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, allons-y. Donc la fonction machine, d'accord? Elle est continue sur 0 pi. Ah oui, on peut aussi dire que comme c'est Cn et que c'est la somme des cos k nx, c'est aussi continu en 0 pi. 0 exclu à cause du divisé après qu'on a fait, hein, d'accord? Voilà. Et donc en 0, je fais, hein, donc en 0, on a que fn de x est équivalent à, bon, vous mettez ça, donc 2n plus 1, donc f est, alors soit prolongeable par continuité en 0, soit continu en 0. Et voilà, et donc vous avez une fonction, en fait ce n'est pas une intégrale généralisée, hein, c'est une fonction qui n'explose pas. Et voilà, et donc l'intégrale existe. Voilà, donc la fonction fn est intégrable sur ça, et donc jn est convergente. Alors c'est bien sympa, mais ça me donne pas le, la, la, oh, la valeur de l'intégrale, oui. Alors, c'est quoi ce truc horrible? Ah bah c'est ce truc horrible là, et c'est lui. Ouais, et lui c'est qui? Lui, c'est qui? Un plus ça, c'est ça. Moi, intégrer, c'est. Moi, déjà, ça s'intègre, hein, d'accord? Les exponentielles. Et j'ai pas mieux? Ah ouais, j'ai ça. Ça, c'est encore mieux. Vous êtes d'accord? Voilà. Je vais intégrer ça, moi. Ça vous va? Donc, vous voyez, hein, il faut trouver le simple, hein. Moi, j'aime bien les trucs simples comme ça. Ok, alors j'y vais avec JN, machin. Alors, JN, c'est cette intégrale-là, d'accord. Donc, qu'est-ce que je dis? JN, ah oui, c'est ça. Ce truc-là, c'est. Que je me plante pas. Le sinus sur ça, c'est 1 demi plus Cn. Ok. De x. Ah oui, j'ai oublié le dx. Bon, ok. Voilà, il est là, c'est mieux. Et donc, par linéarité intégrale, j'obtiens que c'est l'intégrale de 0 à pi de 1 demi plus l'intégrale de 0 à pi de Cn. Vous êtes d'accord? De 1 demi plus l'intégrale de 0 à pi de Cn. Ah oui, alors Cn, ça doit être la somme de 1 à n de cos kθ, donc toujours par linéarité de l'intégrale, le signe somme, je le fais sortir là. Alors là, il n'y a pas trop de mystère, hein, c'est 1 demi fois la longueur de l'intervalle, donc pi sur 2, quoi. Plus, et là, bah, il n'y a pas non plus de mystère, le cos il s'intègre en sinus kx sur k, c'est ça, que j'évalue entre 0 et pi. Ça tombe bien, c'est que le sinus en 0, ça vaut 0, et le sinus en pi, bah, ça vaut 0 aussi, hein. D'accord, le sinus, je vous rappelle, sur le certrigo, il est non, non, il n'est pas là, il est là-haut. Mais 0 et pi, c'est ça, donc voilà, projeté, ça fait 0. Et voilà, et donc ça c'est 0, et donc il vous reste plus que le pi sur 2. Oh, vous voyez, c'était pas si dur que ça. Alors, ensuite, on a une fonction fort sympathique, hein, qu'il faut montrer qu'elle est C1 sur 0 pi. Ok. Alors, comment on va faire? Donc, en fait, la méthode déjà, hein, qu'on soit tranquille. Donc, bah, déjà, on va dire qu'elle est continue, C1, etc., sur 0 pi ouvert, ok? Parce que ça ne s'annule pas sur le 0 pi ouvert comme lui, ok? Et donc c'est bien. Et donc après, on va juste avoir le problème en zéro. Alors on va faire la continuité en zéro et puis après la dérivée en zéro. La continuité en zéro, ça va être la limite. Bah, il faut que cette limite de ce truc-là, ça soit zéro, hein, pour que ce soit d'accord. Et pour que ce soit C1, comme je ne connais pas la valeur de phi prime de zéro, on ne me dit pas. Donc il faut juste que la dérivée, que la limite, pardon, lorsque x tend vers zéro de phi prime de x, ce soit existe, quoi. Soit un nombre, je ne sais pas lequel, mais il existe, ok? Donc voilà pour la méthode, d'accord? Si jamais vous arrivez à faire déjà le plan de la méthode, c'est pas si mal.
Alors ici j'arrivais moi. Ok, ok, donc je mets les trucs là parce que sinon je ne me rappelle pas. Alors déjà la première chose c'est d'essayer avec le théorème le plus global de virer tout le monde sauf les problèmes, d'accord? Donc les fonctions au numérateur et au dénominateur sont de classe C1 sur 0 pi ouvert et celle du dénominateur ne s'annule pas. Et donc par le théorème que vous connaissez, et ben donc la fonction phi est de classe C1 sur 0 pi ouvert, d'accord? Déjà faire ça, c'est pas si mal, d'accord? Il nous reste juste un petit truc là. Bon, il y a déjà des points, hein, d'accord, pour ça. Alors ok, maintenant on va étudier la continuité en zéro. Donc je vais faire tendre x vers zéro. Alors qu'est-ce qui se passe? Là on voit pas bien, mais cos AX il tend vers 1 lorsque x tend vers 0, donc le numérateur tend vers 0, et le dénominateur tend aussi vers 0. Super, ça me fait 0 sur 0. Alors, je vais faire des petits équivalents. Alors il faut faire attention parce que les équivalents, hein, n'oubliez pas qu'on n'a pas le droit de faire les sommes d'équivalents, hein. Par contre, je sais que cos AX moins 1, quand on fait le DL, hein, vous savez que le cos AX, c'est donc, enfin le cos X, c'est 1 moins x2 sur 2, d'accord? Donc je vais utiliser ça, c'est-à-dire que le cos moins 1, c'est équivalent à x carré sur 2, d'accord? Donc là, c'est a carré x carré sur 2, ok? Voilà, donc je vais dire que le cos ax moins 1, il est équivalent à ax au carré sur 2, et le sinus sur 2, comme tout à l'heure, c'est l'argument x sur 2, ok? Et donc, paf paf, les deux se éliminent. Là, il reste a carré, et il reste un x au numérateur avec un moins, ok? Voilà, et donc la limite lorsque x tend vers 0 de ce truc-là, c'est 0, d'accord? Qui est donc égal à phi de 0, donc phi est continu en 0. Ok pour ça? Donc il faut bien cet argument-là, hein, pour dire que je suis continu en 0. Par contre, pour phi prime, bah, il faut juste que je fasse tendre, que je calcule phi prime déjà, ce qui va pas être simple, hein, et que je fasse tendre le x vers 0, et si j'obtiens une limite finie, c'est gagné. Alors, phi sur 0x ouvert, elle a cette tête-là, elle est moche, et quand je dérive, bah, elle va pas s'arranger, hein. Alors c'est parti, voilà, moi ce que je trouve, hein, ouais. Bon, bah voilà, ouais. Alors, il faut que je fasse tendre x vers 0 et que bah, ça me donne une limite finie, d'accord? Bon, alors je vais vous faire la méthode, mais si vous ne l'avez pas trouvée, eh ben c'est normal, d'accord, hein, parce que c'est pas gentil ça. Alors allons-y. Donc qu'est-ce que je vais utiliser comme ingrédient? Je vous rappelle les deux ingrédients que j'utilise. Le sinus x sur x est équivalent à 1, ou le sinus x est équivalent à x, quoi. Et le 1 moins cos x sur x2, c'est équivalent à 1,5. Ouais. Ou le 1 moins cos x, c'est équivalent à x carré sur 2. Ok? Alors, les trucs, c'est que je vous rappelle que les équivalents ne s'additionnent pas. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un équivalent de lui, un équivalent de lui, faire le moins entre les deux. Paf, là je suis mort, c'est pas bon. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce terme-là, moins ce terme-là. Ok, le premier terme, je vais trouver son équivalent et je vais dire que sa limite, ça vaut quelque chose de fini. Le deuxième terme, pareil, je vais trouver un équivalent, sa limite va donc être un truc fini. Et je vais pouvoir faire la limite de la différence. D'accord? Voilà, donc attention, je ne fais pas de somme d'équivalents, mais je fais un équivalent qui va être un nombre fini, et c'est la limite de lui, et pareil là, d'accord? Ok, et comme c'est vraiment horrible, ça je l'appelle T1 et ça je l'appelle T2, d'accord? Parce que sinon ça me prend trop de place, ça rentre pas dans le diapo. Ok, alors T1, donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que sinus AX, il était équivalent 0 à AX, le sinus X sur 2, bah X sur 2, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Oh, j'aurais peut-être pu faire ça plus simplement, hein, ouais. Bon, enfin bref, là j'ai voulu faire apparaître sinus AX sur AX, et là sinus X sur 2 sur X sur 2. Bon, bref. Mais sinon, là, globalement, vous êtes d'accord que c'est assez équivalent à moins A fois AX fois X sur 2. C'est-à-dire moins A carré X carré sur 2. Voilà, le terme qui est là. D'accord? Les deux autres, c'est parce qu'ils sont équivalents à 1, donc ils tendent vers 1. Ok, le T2. Donc, le cos X sur 2, lui, je ne peux pas en faire grand-chose, d'accord? Par contre, c'est le cos AX moins 1, toujours pareil. Rappelez-vous le développement limité de cosinus en 0, ça fait ax carré sur 2, d'accord? Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne, eh ben voilà, ax au carré sur 2 fois le cosinus, d'accord? Et puis ça, bon, parce que j'ai voulu plaquer ce truc-là, d'accord? Un moins cos carré sur x carré équivalent à 1,5. Ok,
Et donc, ah oui, et le dénominateur, évidemment, c'est équivalent à x sur 2, le tout au carré, donc x sur 4. Et donc, au total, le T1 sur le dénominateur, d'accord, je fais ça, hein, il faut comprendre. Ça fait quoi? Ça fait ça divisé par ça. Donc, ça me fait 4 fois ça divisé par x carré. Donc, les x carré, ils meurent. Il me reste moins de a carré, ok? Et l'autre, donc je divise par x carré sur 4, donc je multiplie par 4 sur x carré, hein. Donc j'avais ça, donc oui, j'avais que ça en fait. Donc le 4 divisé par 2, il reste un 2. Le ax2 sur x carré, il me reste a carré. Ok? Mais pourquoi j'ai un demi là? Ah, parce que j'ai un demi ici. Ok, fais attention. J'aurais dû le mettre ici, mon 1,5, hein, d'accord? Ok, et ça me donne a carré. Et au total, ça me fait moins a2. Donc la limite de phi prime c'est moins a carré, et donc phi est de classe C1 sur 0 fermé cette fois-ci, pi, avec phi prime de 0 est égal à moins a carré. Ok? Si ça vous y êtes pas arrivé, c'est normal, hein, d'accord, hein, c'est pas évident. Mais je vous rappelle, vous gagnez des points en mettant déjà que c'est C1 sur l'ouvert, et puis après vous mettez juste étude en 0 et vous laissez de la place et on comprendra que. Si vous faites la limite de la fonction en 0, et ben c'est bien, et si vous faites la limite de la dérivée, c'est super bien, d'accord? Ok, voilà, ben c'est bon, j'ai calculé ça, c'est super. On note pour tout n, in, c'est ce truc-là. Donc phi, c'est ce truc qui est moche, et le sinus qui est là, il n'est pas très joli non plus. Montrer grâce à une intégration par partie que in est plus petit que 1 sur 1 plus 1,5, intégrale de la valeur absolue de phi prime. Ok, alors j'ai des valeurs absolues, donc je me dis que je vais utiliser l'inégalité triangulaire, quoi. C'est-à-dire que la valeur absolue de in, ça va être plus petit que la valeur absolue de ça, plus petit que paf, 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 d'accord? Vous avez compris, je mets des valeur absolue partout. La valeur absolue du sinus, je la majore par 1. Ah, j'ai plus le sinus. Là, je vais avoir le... Ah oui, mais phi prime, moi j'ai le phi, d'accord. Donc, déjà, je fais mon intégration par partie, et après, je fais la majoration, d'accord? Ok, donc comme je veux... euh, donc on me dit de faire l'intégration par partie. Comme je veux du phi prime, bah, je vais dériver le phi, et je vais intégrer le sinus. Il s'intègre comment? Le sinus, il va s'intégrer en moins cos ça divisé par ça, hein, d'accord? Le n plus 1 demi. Alors voilà, ça me donne ça. Donc in, c'est... Alors la partie tout intégrée, c'est ça fois donc la partie donc intégrée, la primitive de ça, c'est moins le cos sur le n plus 1 demi, que je prends entre 0 et pi, moins, et la partie, l'autre, c'est le phi prime fois, ah oui, le cos, enfin le moins cos, etc. D'accord? Ok, ok. Alors, entre 0 et pi. Alors, bah, c'est tout moche ça, hein. Ok, alors je regarde déjà le phi, d'accord? Le phi en 0 et le phi en pi. Alors, le phi en 0, waouh, c'est 0, je suis très content. Le phi en pi, bah, il est moche, hein. Cos a pi moins 1 sur sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça vaut 1, d'accord? Mais le cos a pi, le a, il est quelconque, hein. Il est dans 0, 1, donc je peux pas dire quelque chose. Ok. Donc, le problème en pi, il faut que ça soit lui qui me dise la solution, d'accord? Alors, le cosinus, ah oui, n plus 1 demi de pi, bah, c'est bien ça. Ça fait n pi plus 1 demi de pi. Pi sur 2 plus n pi. Le cos en pi sur 2, vous êtes d'accord que ça vaut 0, et que si je rajoute des pi, c'est pas grave, hein, je tourne sur les sorts trigo, mais à chaque fois ça fait 0. Oui, donc lui c'est nul, ok. Moins par moins, ça fait plus. Le phi prime, le cos, ok, donc j'obtiens ceci. Vous êtes d'accord, j'espère? Et maintenant, on passe à la valeur absolue. Ah oui, ah, j'ai oublié. J'ai oublié le truc, regardez. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait avant tout dire quelles étaient les fonctions que j'allais dériver pour faire mon intégration par partie. Donc il fallait que je dise que cette fonction-là était de classe C1, et pareil pour phi, oui, voilà. Et donc on avait, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous a posé la question de est-ce que phi est de classe C1, par ici? C'est pour pouvoir faire l'intégration par partie, pour pouvoir bien la justifier, d'accord? Donc justifiez-la bien, d'accord? Et là il me manque peut-être même un petit moins, c'est pas grave, ok. Et maintenant, non, bah, je fais donc mon inégalité triangulaire, j'y arrive. Valeur absolue de yen, c'est plus petit que bah, ça, intégrale de paf. Donc je mets la valeur absolue ici, et comme le cos il est plus petit que 1, bon, allez, hop, j'y vais, et ça me donne ça, et j'ai gagné normalement.
Hop, c'est ça qu'on voulait, hein. In plus petit que 1 sur n plus 1,5, intégrale, machin. Oui. En déduire que n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ok, bah c'est gagné. Pourquoi? Parce que phi', je sais qu'elle est de classe C1. Où est-ce que je le sais? Je le sais là, d'accord? Bref, c'est une fonction qui est continue et intégrable. Donc pareil pour sa valeur absolue, simplement elle est positive, mais c'est pas grave. Donc ok, donc ça converge, ça vaut quelque chose. Et puis donc là, j'ai 1 sur n plus 1,5. Et quand n tend vers 0, non, quand n tend vers plus infini, pardon, ce truc-là tend vers 0, et donc voilà. Ok, donc même si vous n'avez pas fait ça, ça c'est une question possiblement à faire, hein, d'accord? Vous dites que phi étant C1 sur ça, elle est intégrable, donc pareil pour sa valeur absolue. Et voilà, d'accord? Bref, vous avez compris, phi' étant intégrable, on en déduit par le théorème des gendarmes. Voilà, j'ai été un peu rapide, hein. Bon, enfin voilà, d'accord? Ouais, ça tend vers 0. De l'autre côté, forcément, vous avez 0. Donc la valeur absolue de IN tend vers 0. Donc IN elle-même tend vers 0. Ok, ok. Bon, ben voilà. Alors, eh ben c'est tout pour la partie 1, déjà. La partie 2, ça va se compliquer. Ah, enfin. Alors, UN, c'est l'intégrale de 0 à pi de cos AX, cos NX, dx. Il faut montrer que pour tout n, la somme des UN, c'est moins sinus pi a sur 2a plus 1 demi de yen plus yen, d'accord? Et yen, il est là, il est moche, avec le phi qui est là, hein, et jn, c'est là, c'est encore plus moche. Ok. Alors, c'est pas parce que c'est moche qu'il faut rien faire, hein, non, hein, on y va. Donc la somme des UK, ça va être la somme de ces intégrales-là, bah, ça va être l'intégrale de la somme, vous êtes d'accord? C'est k qui varie, donc le cos AX, il sert à rien, je le sors de la somme. Il va me rester l'intégrale du cos AX, de la somme des n cos nx. Et, ouais, ah oui, celui de UK, bon d'accord, c'est l'indice c'est k, là c'est n, ok, c'est pas grave. Et la somme des cos nx, eh ben, c'est justement mon Cn. Donc je vais pouvoir récupérer des connaissances après. Alors, le Cn, bah, par exemple, j'ai une formule ici qui est très moche et qui me ressemble beaucoup, comme j'intègre le Cn, hein, qui ressemble beaucoup à celle-là. Et puis le 1 demi, là, il va peut-être me faire le 1 demi de yen ou un truc du genre. Enfin bref, on va essayer, hein. Mais c'est pas perdu d'avance, quoi, si vous voulez. Allez, on y va. Alors, un, donc c'est l'intégrale de cos AX, cos NX. Et moi, je dois montrer que la somme des UK, bon, attention à l'indice, qui va jusqu'à n, c'est ce truc moche-là. Donc on y va, comme je vous ai dit, par linéarité de l'intégrale. Donc la somme des UK, ça me fait l'intégrale du cos AX fois la somme des cos KX dx. D'accord? Donc ça, je reconnais comme étant Cn, et j'utilise la formule magique Cn, celle-ci. Ça me donne ça, donc ça me fait le cos AX fois, et donc le machin truc moins 1 demi. Et après, je refais la linéarité, ça me fait l'intégrale des cos fois cos AX fois sinus n plus 1 demi de x sur 2 sinus x sur 2, moins 1 demi de bah, l'intégrale de cos AX. Ouais. Ok, bon. C'est quand même moche, hein, mais c'est ça. Alors, donc ça, je vais l'appeler A, ça, je vais l'appeler B pour les traiter séparément. Dans la suite. Alors, le premier truc, ça ressemble à quoi? Le cos AX fois et le produit des deux sinus, enfin la division des deux sinus. Là, j'ai cos AX, là, j'ai les deux sinus. Alors, j'en pique un ici, il me reste l'autre, et justement, ça c'est phi, et là, c'est l'autre sinus. Vous êtes d'accord? En fait, là, c'est IN qu'on m'a marqué ici. Bah, presque IN, presque, à cause de ce moins un là. Vous êtes d'accord, hein? Euh, le phi là, il a cos AX moins un fois sinus n plus un demi sur 2 divisé par sinus x sur 2. Ouais, et moi j'ai juste ça et j'ai pas le moins un, d'accord? Mais qu'à cela ne tienne, je veux dire que A c'est cos avec moins un plus, et puis plus ce truc là. Bon, allez, on dit, hein, on a dit plus à ça près. Allez, c'est parti. Donc le A c'était ça, d'accord? Donc je dis que c'est le cos AX moins un et puis après je dis plus un et donc plus bah, ce pâté-là, d'accord? Le sinus n plus 1,5 de x fois, n'oublions pas le dénominateur. Ok, donc comme ça c'est vraiment mon phi de x fois le sinus machin dx, et ça c'est mon 1,5 de yen, bon enfin bref c'est yen, et ça, et ben ça c'est le jn en fait. Ouais, il est là. D'accord? Avec le 2, etc.
Donc ok, j'obtiens un demi de yen plus yen. Donc pour faire ce truc-là, vous y allez calmement, hein, d'accord? Et puis on utilise par les méthodes basiques, hein. Mais bon, la difficulté ici, c'est vraiment d'arriver à faire le lien entre les différentes expressions, hein, d'accord? Qui sont pas faciles, hein, avec des petits trucs comme ça qui nous embêtent. Et donc l'autre, il y avait un b, non? Il y avait un b, hein, c'est ça? Oui, b, c'était un demi de l'intégrale de cos ax. Ah ben ça, c'est facile, ça. Ça s'intègre tranquillement en sinus ax divisé par a. Donc là, je l'ai fait, j'ai même pris le moins 1,5, c'est bien. Donc ça me fait quoi? Donc, alors le moins 2, donc voilà, le sinus ax divisé par a qui est là, entre 0 et pi. Euh, En 0, bah, ça vaut 0, et en pi, bah, ça vaut a pi, puisque a, on ne sait pas, hein, c'est pas un antinaturel, hein, c'est un réel. Donc ça me fait moins sinus a pi sur 2a. Ok. Et ben lui, c'est lui, c'est bon. Et au total, j'ai bien que la somme des UK, c'est celui-là, plus un demi de yen, plus yen. Ok, on déduit que la série d'attaques converge et calculer sa somme. D'accord? On pourra utiliser paf paf. Ok? Donc, la série, qu'est-ce qu'elle fait? Là, c'est une constante, yen et jn. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que yen tend vers 0 quand tend vers l'infini. Ok? On me dit que jn est égal à pi sur 2. La limite. Oh, j'ai oublié la limite ici. Ah non, c'est pas la limite. Pour tout n, je dois avoir pi sur 2. Ok, ok. Donc, bref, bah, je peux faire la question sans avoir rien fait du tout, hein, vous voyez. Euh, Vous dites juste que les séries IN et JN étant, enfin les intégrales IN et JN étant convergentes lorsque n tend vers l'infini, on en déduit que ceci est égal à, enfin est convergente et de limite moins sinus pi a sur 2a plus pi sur 2, d'accord? Donc allons-y, JN converge vers pi sur 2, IN converge vers 0, donc par la question juste avant, par la formule d'avant, cette somme est convergente et de limite moins sinus pi a sur 2a plus pi sur 2. Voilà. C'est très moche, mais c'est faisable sans rien comprendre à ce qu'on fait, hein. Donc il faut le faire. Après, montrer que... Ah oui, alors ça, je voulais vous le rappeler quand même pour pouvoir faire le suite, que le... Donc c'est la formule qui passe, dite de linéarisation, qui passe des produits aux sommes, d'accord? Donc cos A fois cos B est égal à un demi de cos A moins B plus cos A plus B. Alors pour le démontrer, je vais dire que bon, cos A plus B c'est cos A cos B moins sin A sin B. Là c'est cos A cos B plus sin A sin B. Je vais faire la somme et ça va me donner ça, d'accord? Juste c'était pour vous le rappeler. Bah voilà, bon, bah, je fais donc cos A moins B. Pourquoi pas commencer par ça? Ça fait avec le plus. Cos A plus B. Ah oui, non, je vais commencer là-haut. Cos A plus B, donc c'était avec moins. Là, je fais la somme des deux, évidemment. Donc ça me fait cos A plus B moins plus cos A moins B, qui me donne donc les deux cos. Et puis vous voyez que les signes se virent, d'accord? Et donc cos A cos B, c'est égal à un demi de cos A plus B plus cos A moins B. On déduit pour tout n l'expression de n en fonction de a et de n, parce que bon, plus vu comme ça, c'est pas évident, hein. En plus, bon, on pourrait essayer de calculer des trucs comme ça. Alors, bah, allons-y. Donc là, bah, on a compris que c'est cos A, cos B, quoi, hein, qu'il va falloir faire. Et pareil, peu importe comment vous soyez dans le sujet, ça c'est une question qui est faisable. Enfin, celle-là et la suivante, ok? Donc cos ça, c'est égal à un demi de cos. Alors la différence, ça fait faire a moins n fois x, le cos, hein, bien sûr, plus le cos de a plus n fois x. Ok? Et puis intégrer des cosinus, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Par définition, je sais que un c'est ça. Donc voilà le un. Et donc en utilisant la formule précédente, j'ai donc le demi de la somme et la différence. Ok. Alors, bah, j'intègre tout simplement, hein, je vais faire deux primitives de ces trucs-là. Alors je me mets sur une autre feuille. Donc un demi de cos la somme plus cos la différence. Ok. Donc ça s'intègre en sinus a plus n x sur a plus n, et ça en sinus a moins n x sur a plus n, a moins n, pardon. Ok, donc voilà, avec le demi ici qui est bien, entre 0 et pi sur 2. Alors, en 0, les sinus, si vous ne posez pas de problème, ça fait 0. En pi, entre 0 et pi, oui, en pi. Alors, a plus n pi. Alors, je vous rappelle que le a, c'est un réel. Donc, ça fait a pi plus n pi. Et le n pi, lui, on peut travailler dessus. D'accord? Voilà, donc ça vous donne ceci. Et donc,
API plus NP. Le plus NP, en fait, ça vous fait un moins 1 puissance n devant en facteur, d'accord? Euh, Vous voyez, le sinus API plus NP, c'est moins 1 puissance n sinus API. Ouais, vous avez un angle, en fait, sinus θ plus NP. Si par exemple vous avez θ ici, quand vous ajoutez pi, hop, ça vous met le θ ici, et donc le sinus est inversé, enfin opposé plutôt, moins, d'accord? Puis après, vous rajoutez un autre pi, bah, vous revenez à θ, et ainsi de suite, d'accord? Donc ça vous fait moins 1 puissance n sinus API, et pareil pour l'autre. Ouais, que vous alliez dans un sens ou dans l'autre, en fait, vous faites exactement la même chose. Et donc, quand vous remettez ça dans le UN, ça vous fait donc le moins 1 puissance n sur 2 qui est là. Le sinus API, c'est lui qui reste. Et puis après, il vous reste les dénominateurs là. Voilà, alors je vais changer un petit truc ici, c'était moins compréhensible. Donc en reportant ceci, donc on a factorisé par moins 1 puissance n sinus A pi, le 2 il est là. D'accord, il me reste donc juste les fractions 1 sur A plus n plus 1 sur A moins n, d'accord? Ce qui me fait a carré moins n carré, d'accord? Et puis, donc là, j'ai mis n2 moins a2, donc ça me fait gagner un moins 1 ici. Alors pourquoi je veux ça et pas l'autre? L'autre, ça marche très bien, hein. Mais parce que dans la question d'après, j'ai un moins 1 puissance n moins 1 a sur n2 moins a2. Donc c'est n2 moins a2 qu'il faut plutôt mettre, plutôt que a2 moins n2. Ok? Voilà, c'est juste pour ça. Et quand je vois le truc d'après, je me dis que je suis pas loin. Bon, bah d'ailleurs, ça doit être gagné, non? Parce que euh, les UN, on a cette expression-là que je viens de faire, d'accord? Donc quand je fais la somme des UN, ça doit me donner, alors tout à l'heure on avait vu que ça simplifiait, hein. Là ça tendait vers zéro parce que là c'est l'infini après. Donc là c'était zéro et là c'était pi sur 2. Et ici j'ai la somme, puisque là je fais faire la somme des, et là mon expression là, qui ressemble beaucoup à ça. Ok? Bon, bref, si vous avez vécu jusque-là, et ben c'est bon, c'est gagné. Donc, la somme des UN, c'est ça. Mais les UN, ça vaut ce truc-là. Voilà. Et c'est tout, non? Un truc du genre. Ah non, ils veulent pi sur sinus pi a. Mhm. Donc, en fait, il faut que je fasse diviser par sinus pi a fois 2 en fait. C'est ça? Pour virer ça. Oui, c'est ça. Donc je divise par sinus pi a sur 2. Et donc le sinus pi a ici, il s'en va. Le divisé par 2, donc il y a un 2 qui apparaît ici. Donc le sinus pi a, alors lui c'est lui, hein. Le sinus pi a et le 2 ils s'en vont, il me reste le 1 sur a. Et là, donc sinus pi a divisé par a, donc j'ai le pi. Et, euh, et voilà, j'ai le sinus pi a qui est ici au dénominateur. Et le 2 il est parti, parce que j'ai divisé par ça. Voilà, j'ai fait fois 2 quoi. Bref, je trouve ça, quoi. Ok pour cette partie 2. Bon, donc pas facile, mais il y avait des choses à faire, surtout, donc ça c'était possible, et puis en comprenant comment était structuré le problème et en faisant des trucs, ok? Et donc on y va pour la dernière partie, partie 3. Donc juste un petit truc, vous voyez que le F, hein, il est lié au G et au H. En fait, F est égal à G plus H. Je sais pas, hein, c'est Chal, hein, d'accord? Donc en fait, on veut calculer f et on va. Il y a deux problèmes, quoi. Il y a en zéro et en infini, donc on a coupé en g et h. On va étudier d'un côté g, puis de l'autre h, et à la fin, on va mystérieusement faire calculer, d'accord, f à la fin. Ok, donc même si tout est moche, etc., bah ça c'est faisable, hein, d'accord. Là, vous revoyez une somme de termes géométriques, etc., d'accord. C'est moins t alpha puissance le tout puissance k, d'accord? Et donc ce truc-là, ça va être égal à ça, pof, on va passer de l'autre côté, ok? Donc là, les questions comme ça, il faut les récupérer. Ah, déjà la 1, justifier l'existence de cette intégrale-là, d'accord? Donc je vous rappelle que pour les intégrales, si f est équivalente à g, alors les deux intégrales, l'intégrale de f et l'intégrale de g, ont même nature, ok? Donc en particulier, 1 plus t puissance alpha, c'est équivalent à t puissance alpha, et donc bah voilà, avec le critère de Riemann, comme alpha est strictement plus grand que 1, c'est gagné. Voilà, donc je vais juste dire que t1 sur t puissance alpha voilà, est convergente d'après le critère de Riemann, puisque alpha est plus grand que 1, et comme 1 sur 1 plus t puissance alpha est équivalent à t puissance alpha,
et ben il s'ensuit que l'intégrale machin est convergente. Alors pourquoi ceci, hein, si vous devez faire, vous faites un sur t puissance, enfin vous faites le ratio des deux, vous simplifiez par un t puissance alpha et ça vous donne un sur 1 plus un truc qui tend vers zéro et ça vous donne donc bien tendre vers un, d'où l'équivalence ici. Voilà, et donc c'est gagné. Je vous dis que oui, parce que là j'ai fait en l'infini effectivement. En zéro, lorsque t tend vers zéro, ce truc-là tend vers un, donc elle est continue sur zéro, un, et donc au total, l'intégrale de 0 à plus l'infini de ceci est convergente. Donc là j'ai bien séparé, puisque peut-être le problème en zéro, donc j'ai bien séparé le côté plus infini, donc convergence dans l'infini, et entre zéro et un, bah, c'est une fonction continue qui s'intègre. Donc voilà. Alors, toujours dans le truc remarque, hein, vu que f on l'a décomposé en g et h, hein, justifier l'existence de l'intégrale, on risque pas de la calculer comme ça, hein, d'accord. Il va falloir attendre la toute fin, pour savoir quelle est l'intégrale, d'accord. Donc n'essayez pas du tout de trouver une primitive, ça n'existe pas, d'accord. Vous voyez que le truc c'est assez horrible à la fin, ok. Ok, donc question d'après, donc c'est ma formule là de somme géométrique. Bon, bah, j'y vais directement, d'accord? Il faut que je me concentre là-dessus et que je fasse passer tout de l'autre côté. Alors, je commence par dire que la somme de k égale 0 à n de moins un puissance de moins un fois t alpha puisse le tout puissance k, hein, c'est ça. Voilà. Donc, par la formule de la somme des termes géométriques, j'ai que. Alors, je ne précise pas où, quand, hein, ça y est, on a compris. Donc, je démarre à 0, donc le premier terme c'est 1. Oui, avec k égale 0, hein. Donc, c'est le premier terme c'est 1. 1 moins, alors la raison, c'est là. 1 moins la raison, ça fait 1 plus t puissance alpha. Et là, au numérateur, c'est 1 moins z puissance le nombre de termes. Donc 1 moins, alors, moins t puissance alpha, et le nombre de termes, il y en a n plus 1. Donc ça vous fait moins 1 puissance n plus 1, et le t puissance alpha, lui-même, puissance n plus 1. Ok. Donc ça, bah, vous voyez comme on veut deux trucs, hein, je sépare. C'est 1 sur 1 plus t alpha, moins, et puis ce pâté-là. D'accord. Paf, j'ai séparé. Et puis maintenant, bah, je le mets comme dans la forme qu'ils veulent, hein, d'accord? Donc je fais lui tout seul est égal à ça moins ça, d'accord? Alors vous voyez, par exemple, là il y a un moins, là c'était moins un puissance n plus un, donc ça vous fait seulement plus moins un puissance n. Et quand il va passer de l'autre côté, ça vous va faire plus moins un puissance n plus un. Voilà, il est là. Ok, donc le un sur t alpha, un plus t alpha. La somme qu'ils m'ont demandé, c'est bien celle-là, plus moins un puissance n, t puissance n plus un alpha sur un plus t alpha. Parfait, parfait. Alors, question suivante. Alors, je vois rien sur le truc. Montrer que. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n plus un alpha sur un plus t alpha tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ok. Donc, je ne sais pas pour vous, mais là, bah, il va falloir majorer, d'accord, par un truc très simple à intégrer. Donc, et le truc très simple à intégrer, ça va juste être le numérateur. Il faut que je garde le n, hein, d'accord? Parce que je veux, quand n tend vers l'infini, je veux que ça tende vers 0, d'accord? Donc voilà. Donc le 1 plus t alpha du dénominateur, je veux dire qu'il est majoré par, en dénominateur, hein, par 1 sur 1. Ok? Et voilà. Alors let's go. Donc qu'est-ce que j'ai? Pour tout t dans 0, 1, je sais que 1 plus t puissance alpha, c'est plus grand que 1. Bah oui, parce que lui, il est positif. Donc 1 sur t puissance alpha, c'est plus petit que 1. Bon, je dis pas que c'est par décroissance de la fonction inverse sur R plus 1 étoile. Ok. Bref. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que donc le truc que j'intègre, le t puissance n plus 1 alpha sur 1 plus t alpha, ben, j'ai juste le truc au numérateur. Ok. Donc voilà, comme ça c'est continu sur enfin intégrable, et par croissance de l'intégrable, j'ai que donc l'intégrale de ce que je cherche, c'est plus petit que l'intégrale de 0 de t puissance n plus 1 alpha dt. Bon, j'ai oublié le dt, c'est tant pis. Voilà, et ça s'intègre très gentiment en voilà, très gentiment, hein, bon. Il y a t puissance n plus 1 alpha plus 1, et sur les dénominateurs n plus 1 alpha plus 1, d'accord? Moi, tout ce qu'il me faut, c'est ce n au dénominateur, ok? Donc vous mettez en 0 si vous voulez, après en 1, et donc lorsque n tend vers l'infini, ce truc-là tend vers 0, comme c'est encadré, d'accord? D'après le théorème des gendarmes, ah, j'en déduis que ce truc-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.
Voilà, donc c'est pas compliqué parce que bah, la technique, hein, on l'a vu plusieurs fois, quand vous avez comme ça des trucs moches, ben, on essaye de majorer par des trucs qu'on sache intégrer, et en général ce sont les fonctions puissance, hein, d'accord? Ou les, oui, enfin, ou les trucs avec série géométrique, d'accord? En déduire que la série, celle-là, ouais, convergente et que G de alpha, c'est qui G de alpha? C'était ça. Donc entre 0 et 1, attention, est égal à ce truc-là. Bon, déjà, on va voir pourquoi cette série-là est convergente. Alors, moi, j'ai pas du tout regardé le sujet, en fait. Je me suis dit que ceci était une suite alternée, pardon. Et donc, le théorème des suites alternées, eh bien, je vous le rappelle ici. Donc, il faut que j'ai une suite AN qui soit décroissante et de limite nulle. Donc, en fait, elle est toujours positive, hein, puisque décroît et de limite nulle. Alors, la série alternée moins 1 puissance k à k est convergente. Ok? Voilà le théorème dit spécial des séries alternées. Et donc, dans mon cas, bah, c'est gagné, hein, puisque je sais que 1 sur alpha k plus 1, c'est décroissant, d'accord? Alpha étant positif, bon, quand k, bref, c'est décroissant, et c'est de limite nulle. Et donc, d'après le critère des séries alternées, j'en déduis que ce truc-là est convergente. Alors après, que vient faire le G alpha ici, d'accord? Donc il faut essayer de comprendre. Alors G alpha, c'est ce truc-là. Le 1 plus T alpha, je l'ai ici, d'accord? Dans la question d'après, c'est qui est égal à ça plus ça, d'accord? Et donc, comme le G alpha c'est l'intégrale de ce truc-là, si j'intègre ça, donc quand j'intègre en T, ça va bien me donner K alpha, enfin divisé par K alpha plus 1. Et le K alpha plus 1, c'est lui. Le moins 1 puissance K, il est là, mais c'est parfait, parfait. Si vous avez compris, d'après la question précédente, j'ai ce truc-là, et donc je vais intégrer bah, pour t qui varie entre 0 et 1. J'intègre ça, d'accord? Ok, donc je dis qu'elles sont continues, donc intégrable sur l'intervalle, et on a, paf, alors l'intégrale de ce truc-là, donc ça c'est g alpha, est égal à l'intégrale de la somme de ça, plus, alors le coefficient fois l'intégrale de ça. Ok? Donc ceci, c'est ce qui m'intéresse. Je vais bien sûr permuter la somme et l'intégrale. Donc on peut toujours, hein, quand la somme est finie, de toute façon. Et puis donc ça va faire l'intégrale de t puissance k alpha, donc c'est-à-dire t puissance k alpha plus 1, pardon, divisé par k alpha plus 1. Ok, donc voilà, il est là, mon truc. Et donc là, je récupère mon k alpha plus 1 qui m'intéresse. Voilà. Alors, lui, je voudrais bien le virer en fait, hein. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Attendez, hop, je regarde les sujets. Oui, il faut que je fasse tendre vers l'infini, d'accord. Et la question d'avant, c'était que l'intégrale, c'est la même, hein, c'est ça? T puissance n plus 1 alpha sur 1 plus t alpha. T puissance n plus 1, hein. Ouais, elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Oui, d'accord. Donc, je dis par la question précédente, lorsque n tend vers l'infini, ceci tend vers 0, c'est la question précédente, hein. Et ça tend vers le truc avec l'infini, et voilà, et c'est gagné. D'accord? Pour avoir donc la limite lorsque n tend vers l'infini. Voilà, voilà. Donc j'ai ce que je veux. Ok? Donc j'ai bien ça. La somme infinie, la série de ça, c'est bien G alpha. Voilà, donc encore une fois, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est plutôt quand vous êtes dans des problèmes comme ça assez difficiles, il y a possibilité de récupérer des points, de faire des questions simplement en utilisant le texte, quoi, d'accord? Je ne vous dis pas que c'est simple, hein. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on a démontré, qui est quoi, etc. Quels sont les liens. Vous voyez que là, c'était pas évident, évident. Mais quand même, hein, là, bon, je vois bien que ça, c'est la même fonction que ça, que lui, c'est l'intégrale, que si j'intègre là, bon, il faut le voir, là, je vais avoir au dénominateur un k alpha plus 1 que je retrouve ici, et que je vois faire le lien, d'accord? Et puis ça, l'intégrale de ce truc-là, c'est tend vers 0 ici. Alors, ensuite, en utilisant le changement de variable défini par u est égal à t puissance 1 moins alpha, il faut montrer ceci, d'accord? C'est sympa, on vous donne tout. Euh, en fait, on vous donne tout sauf dans quelle intégrale il faut le faire, parce qu'on en a une des tonnes là, des intégrales. Bon, bah, je vais partir de h alpha, d'accord, c'est ça, et donc je vais faire ce changement de variable là, ok? Alors, comme j'ai un plus l'infini et que je vais pas faire n'importe quoi avec des plus infinis, je vais mettre un grand A ici déjà. Et puis après,
alors moi ce que je voudrais c'est bien remplacer t par u, d'accord? Donc il faut que je connaisse la formule inverse, ok? Donc allons-y. Donc déjà, je dis soit a strictement positif, or même plus grand que 1, d'accord? Moi je considère donc l'intégrale de 1 à a de ce truc-là. Ok, alors on m'a dit que u était égal à t puissance 1 moins alpha, donc t, il doit être égal à u puissance 1 sur 1 moins alpha, ok? Ouais, c'est ça. C'est moche, hein? Et donc le dt, c'est bah, le du, donc 1 sur 1 moins alpha, euh, u puissance ça moins 1, donc voilà. Et le ça moins 1, c'est, quand vous faites ça, ça fait alpha sur 1 moins alpha. Ok, j'avais oublié de mettre les du à la fin. Bon, et ben, il ne reste plus qu'à faire le changement de variable. Allez, courage. Alors, lorsque t vaut 1, u il vaut quoi? Eh ben, il vaut 1, cool. Lorsque t vaut a, u il vaut quoi? Ben, il vaut a puissance 1 moins alpha, pas cool. Ok, donc ça me donne l'intégrale de 1 à a puissance 1 moins alpha. Après, j'ai le 1 sur 1 plus, alors le t c'est donc le u puissance ça, donc fois alpha, ben, enfin puissance alpha, ça me fait le alpha au numérateur là, donc ça me fait 1 plus u puissance alpha sur 1 moins alpha, et fois le dt qui est tout ce bidule là, c'est-à-dire le 1 sur 1 moins alpha qui est là, u puissance alpha sur 1 moins alpha qui est là, du, ok? Alors, avant de regarder la suite, hein, euh, il est bon de regarder sur le brouillon, hein, qu'est-ce que je dois trouver. Moi, je dois trouver 1 sur alpha moins 1. J'ai le 1 sur alpha moins 1, c'est gagné. G de alpha sur alpha moins 1. Alors, attendez. G de alpha sur alpha moins 1, c'est... Il me faut l'intégrale de 0 à 1 de... Alors, du si je veux. 1 plus u puissance euh, alpha sur alpha moins 1. Oui, c'est ça. Ok? Donc, c'est ça que je cherche. Hein, c'est... D'accord? Alors ok, donc ici, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai u puissance alpha sur un moins alpha, ok, un plus et le même truc ici, d'accord? Donc en fait, je vais diviser les deux, donc ça va me faire un sur lui, ça devient u puissance moins alpha sur un moins alpha, et là, donc plus un, ok, puisque je divisais par le même truc. Ok, je pense que j'y suis presque. Maintenant, il faut que je fasse tendre a vers l'infini, d'accord? Donc, alors, lorsque a tend vers l'infini, le a puissance un moins alpha, alors c'est qui déjà alpha? Alpha il est strictement plus grand que un, d'accord? Donc le un moins alpha il est strictement négatif, et donc ça tend vers zéro, ok? Ce qui est pas mal parce que g c'est l'intégrale de 0 à un, d'accord? Donc en faisant un moins ici, d'accord, je vais pouvoir inverser les deux trucs là. Donc là ça va me donner un sur alpha moins un. En fait c'est le même que lui, hein, d'accord? Bon, je l'ai fait au signe près. Et donc là je vais permuter l'intégrale, ça va me donner l'intégrale de 0 à un. Ok, donc quand a tend vers l'infini, ce truc-là tend vers zéro, il faut dire que la puissance est négative, hein, je ne l'ai pas mis là. Et donc, en passant les limites, ok. Donc, j'ai, alors, ça vient d'où ça? Ouais, ça vient de qui? Ah oui, parce que je suis parti de h de alpha, je l'avais déjà oublié, lui. D'accord. Est égal à, donc, mon coefficient là où j'ai multiplié par moins un, d'accord? Donc, un sur alpha moins un, intégrale de 0 à 1, je l'ai mis dans le bon ordre. Un sur un plus. Et donc le moins là, je l'ai fait rentrer là-dedans, alpha sur alpha moins un, ok? Et ça, ce truc-là, c'est en fait g de alpha sur alpha moins un, d'accord? Voilà, pareil, c'est possible de le faire, mais c'est pas facile. Et en fait, il faut s'aider vraiment de ce que l'on vous donne à la fin, d'accord? Donc ne pas hésiter ici, au brouillon, à vous dire, mais qu'est-ce que je cherche, d'accord? Le g de alpha alpha moins un, c'est quoi? Comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit intégrale de 0 à 1 de dt sur un plus t puissance alpha sur alpha moins un, d'accord? Et essayez de vous laisser guider par ça. En déduire que ceci, alors bon bah je sais que h il est en fonction de g et le g c'est lui, d'accord? Donc pareil, c'est faisable même si vous n'avez pas fait ce truc là qui était quand même assez compliqué, hein. Ok, donc vous remplacez simplement le alpha ici par alpha sur alpha moins un, donc ça va vous donner un truc comme ça. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que par la question machin, on sait que g de alpha c'est de cette forme-là. Donc le g de alpha sur alpha moins un c'est... Alors je remplace le alpha par alpha divisé par alpha moins un. Bon j'ai pas mis un truc.
Je multiplie tout par alpha moins un, d'accord? Enfin, celui qui est au dénominateur, d'accord? Je le fais passer au numérateur, il est là. Donc ça me donne Ka plus A alpha moins un. Enfin, K alpha plus alpha moins un. Ok? Hop, je vous mets en pluraux, hein, moins un puissance K, alpha moins un au numérateur. Et au dénominateur, c'est le K alpha plus alpha moins un. Ok. Donc moi, le H de alpha, pof, c'était quoi ici? C'était 1 sur alpha moins un fois ce truc-là. Donc je vais faire 1 sur alpha moins un fois ce truc-là, hein, c'est tout. Donc h de alpha c'est 1 sur alpha moins un g de ça, donc ça me fait la somme, là, et donc le 1 sur alpha moins un, ouais. Bah en fait, il tue juste celui qui est au numérateur, le alpha moins un qui est au numérateur, d'accord? Voilà, donc là j'ai k plus un. Vous voyez le k alpha plus alpha, ça me fait k plus un fois alpha, moins un, d'accord? Je fais mon petit changement d'indice, k égale k prime, enfin, k prime est égal à k plus un plutôt, et donc le k prime il va de un à l'infini, et voilà, et j'ai mon truc comme ça, ok? Alors petite parenthèse, hein, quand moi je l'avais fait, et ben voilà, justement, je m'étais dit, mince, je me suis trompé, parce que là j'avais un k égale zéro au départ, et puis là j'avais un n, bon alors, déjà c'est embêtant d'avoir pas les mêmes indices, mais bref, un k égale un si vous voulez à l'infini, ok? Et je m'étais dit, oh, je me suis trompé. Donc non, non, pas du tout. Tranquille, tranquille. Vous voyez qu'il y a un changement d'indice à la fin qui se fait. Et voilà. Donc n'anticipez pas les soucis, mais si jamais il y en a un, évidemment, regardez, quoi. D'accord? Bon, on est presque à la fin là, hein. Établir que f de alpha, c'est un plus ce truc-là. Ok. Alors la question c'est est-ce que c'est maintenant que j'utilise la recette Fairchild, c'est-à-dire est-ce que c'est maintenant que j'utilise que f est égal à g plus h? Bah écoutez, je connais g sous cette forme-là, je connais h sous cette forme-là, ouais, hein, je pense, hein. Let's go. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que d'après Chal, oui, d'accord, f alpha c'est g alpha plus h alpha, g alpha c'est cette somme-là, h alpha c'est cette somme-là. N'oublions pas ce que je viens de vous dire, hein, le k ici démarre à zéro alors que là le k, je vais renommer k, hein, l'indice, il démarre à un. Donc, ok, k est égal à zéro ici jusqu'à l'infini, je n'ai pas mis, là le k égale un jusqu'à l'infini. Ouais. Alors c'est bien sympa de changer l'indice k, mais il faut aussi pas oublier de le changer dans la formule lui-même, hein. Voilà, comme ça c'est mieux, je préfère. Alors, bon, vous voyez que donc là, ah oui, hein, c'est encore l'infini, bon bref, là il y a juste un indice de plus, donc je vais séparer l'indice k égal à zéro et après je vais faire la somme de k est égal à un jusqu'à l'infini, de ça plus ça, d'accord? Je fais, cette fois-ci, je regroupe les deux termes, ok? Alors pour k égale à zéro, et ben ça fait un quoi, ok? Pour ce truc-là. Donc ça me fait un plus la somme de k égale un à l'infini de ce petit truc-là, plus ce petit truc-là, ok? Et maintenant, bah, je vais mettre au même dénominateur, hein. Donc le dénominateur commun, c'est k alpha plus un k alpha moins un, ok. Là, j'ai moins un puissance k fois k alpha moins un plus moins un puissance k moins un fois k alpha plus un. Ok, bon, bah là, vous faites comme vous voulez. Par exemple, vous factorisez par moins un puissance k moins un devant. Et donc, ça vous fait k alpha plus un moins k alpha plus un. Et donc, ça vous donne 2 quoi, si vous voulez. Et puis là, c'est une unité remarquable. K alpha le tout au carré moins un au carré aussi. Bon, bref. Ok, et donc ça doit vous donner le un qui est là, plus la somme de un à l'infini de 2 le fameux 2 là, moins un puissance k moins un sur k2 alpha 2 moins un. Ok? Sinon, vous pouvez aussi regarder la formule là et la recopier bêtement. Ouais. Et dernière question, en utilisant le résultat de 4 établir finalement que, ah ouais, là vous ne le voyez pas, que f alpha est égal à pi sur alpha sur sinus pi sur alpha. Ok, et le 2 4 c'est quoi? Le 2 le 4 c'est ça. Ah d'accord. Ah ben lui c'est pile ce qu'on veut, non? Ça ressemble quand même beaucoup, non? Nous on a du n carré alpha carré moins un et là j'ai du 2 4 n carré moins a carré. Ah, ah. Ok, donc il faut que je pose petit a ici qui est égal à un sur alpha. Ok, et après je vais multiplier par alpha, comme ça va me faire le n carré alpha carré moins un. D'accord? Ok, donc je recommence par 2 4 en écrivant la chose, hein, d'accord? Normalement j'aurais juste recopié. Je pose donc a est égal à un sur alpha. Donc a est égal à un sur alpha. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon n2 moins un sur alpha au carré,
Là, le A, il est devenu un alpha au dénominateur. Et là, ça me fait mon sinus pi sur alpha. C'est bien parce que je cherche un truc comme ça. Et là, j'ai donc moins alpha. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh ben, je vais... ce alpha carré là, en fait, je vais multiplier... d'accord? C'est un sur alpha carré. Donc, je vais multiplier partout, au numérateur ou au dénominateur, par alpha carré. Alors, en fait, comme j'ai un alpha ici, il faut que je multiplie au numérateur ou au dénominateur par alpha simplement. Donc ça me donne, donc en mettant le alpha au numérateur, donc là au dénominateur j'ai alpha carré cette fois-ci, donc alpha carré n2 moins 1, c'est pour ça que j'ai fait tout ça, égal, et là j'ai rien touché, d'accord? Ok, moi comme je veux quoi déjà? Je veux ce truc-là, donc il n'y a pas de alpha au numérateur, donc je divise tout ça par alpha pour virer juste le alpha qui est là, d'accord? Donc ça me fait la somme de 1 à l'infini de ça, qui est égal donc à pi sur alpha sinus machin, et donc je le réécris comme étant pi sur alpha divisé par sinus pi sur alpha moins un. Ok, là c'est gagné, puisque le f c'est ce truc-là plus un, d'accord? Donc il vient le moins un, et donc ça me donne que f de alpha c'est pi alpha sur sinus pi alpha. Et voilà pour ce sujet, ouf, d'accord? Voilà, donc pour récapituler, il y avait pas mal de choses que je trouvais intéressantes dedans. Donc les méthodes à connaître, c'est-à-dire le passage du cos aux exponentielles, il y a deux méthodes, hein. Euh, Là, bon, il y a toujours pareil, suite série géométrique. Et puis le petit astuce, là, peut-être du moins n. Là, très intéressant, c'est la partie angle moitié à ne pas oublier avec les formules de, de sinus et cosinus en fonction des exponentielles. Bon, toujours pas mal Là, il y avait pas mal de calculs, hein, d'accord? Donc cette question-là, l'océan était assez difficile, voire très difficile en fait. Voilà. Euh, des choses à savoir faire pour les inégalités, d'accord? Donc justifier des convergences, les inégalités, etc. Ça, c'était peut-être possible. Voilà. Là, ça commençait quand même à être compliqué à trouver. Mais par contre, il fallait vraiment essayer. Donc quand le sujet est difficile comme ça, ou si vous n'arrivez pas à rentrer, essayez donc de faire, donc il y a des questions que vous pouvez faire comme ça, voilà, montrer que ceci est égal à cela, ok, je peux le faire comme ça, ou il y a des questions où il faut comprendre le sujet, d'accord, je crois que celle-là, c'était plus ou moins ça, c'est-à-dire, si vous aviez compris les choses d'avant, non, par exemple, calculer la somme de ce truc-là, d'accord, si vous aviez compris que yen tendait vers zéro, que yen valait pi sur 2, vous arriviez à trouver vers quoi ça convergeait, ok. Donc voilà, il faut savoir faire les deux choses, c'est-à-dire et d'un côté, euh, voilà, ça pareil, je peux le faire sans rien avoir compris au sujet, mais je vois que ça c'est somme d'une suite géométrique, et donc ça me donne ça pour moi ça, enfin bref, ok. Et puis après, il y a d'autres choses où il faut relier euh, les, les parties du problème, d'accord? Donc si vous avez vu un truc bête, hein, mais que f est égal à g plus h, vous arriviez à faire cette question-ci, d'accord? En utilisant que G c'est ça, H c'est ça, d'accord? Et voilà, et donc juste virer le K égale à 0 qui vous donne un ici. Et voilà, voilà. Bref, j'espère que vous avez profité de ce problème.